BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bien sûr un bon week-end. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans De quoi je me mêle sur 01 TV, sur BFM Business le week-end, sur tous les écrans, l'audio aussi, bien sûr le podcast qui vous attend d'ailleurs. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre De quoi je me mêle en audio, peut-être en faisant votre sport ou que sais-je. Vous le savez, De quoi je me mêle, c'est votre rendez-vous tech du week-end avec pour cette semaine un immense club de la presse IT. On va revenir sur toute l'actualité de ces derniers jours et croyez-moi, l'actualité est chargée. Et puis n'hésitez pas bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag DQJMM et sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là sincèrement et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un club de la presse IT musclé avec écoutez, deux experts musclés aussi. Ouais. Alors on va commencer par sans doute le plus musclé, Anthony Morel. Ouais, j'ai sorti les muscles là, effectivement. Et j'écoute toujours De quoi je me mêle en faisant mon sport, effectivement. C'est vrai ? Ah mais oui, au courant moi. Mais Ah là là, mais avant tu écoutais parce que tu n'étais pas dedans. Mais là, voilà, maintenant je ne me réécoute pas. Ouais, avec, parce que je sais que j'ai pas ce niveau de narcissisme là quand même. Tu n'as pas un ego surdimensionné, c'est pour ça. Pas encore. Je suis un peu embêté. Bon bah écoute, voilà, il y a d'autres. Bah t'as Tech & Co si tu veux. Mais bien sûr, mais j'écoute Tech & Co. J'en profite puisque vous le savez, au-delà de quoi je me mêle et de tout ce qu'on peut faire ensemble sur 01 TV, vous pouvez me retrouver tous les soirs de 20h à 22h sur BFM Business, Radio Télé, pour 2 heures de tech aussi. Si vous aimez De quoi je me mêle, peut-être que vous pourrez apprécier aussi Tech & Co. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Anthony est là, et puis Eric Le Bourlou aussi, Hello. Rédacteur en chef de 01net.com. Tout va bien Eric ? Ça va. L'actualité ne s'arrête jamais. L'actualité ne s'arrête jamais. L'actualité ne s'arrête jamais, non. Et oui, même dans la tech. Surtout dans la tech. C'est vrai. Vous savez qu'on discute bien un quart d'heure avant de préparer cette émission, en tout cas d'appuyer sur le bouton enregistrement, parce qu'avec Anthony, avec Eric, on discute des sujets, on se dit, tiens, est-ce qu'on va parler de ça, plutôt de ça, etc. On débat même avant d'appuyer sur le bouton. On a déjà fait l'émission, en fait. Là. On a déjà fait l'émission. Non, il nous en reste un peu sous le pied, hein, vous inquiétez pas. D'autant que, encore une fois, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, hein, et notamment ces grandes manœuvres dans le monde du jeu vidéo, hein, Eric, Anthony, on le voit la semaine dernière, on parlait donc de Microsoft qui a mis la main sur Blizzard, Activision, sur Activision, enfin voilà, un deal à plusieurs dizaines de 70 milliards. 70 milliards. Moi, je ne reviens reviens toujours pas de ce chiffre. Incroyable. C'est complètement fou. Plus gros deal de l'histoire du jeu vidéo. C'est fou. Et le plus gros deal de l'histoire de Microsoft. Et de Microsoft. Ouais. Le plus gros deal de l'histoire de Microsoft. Ouais. Et pourtant, Microsoft en a mis des sous. LinkedIn, c'était quoi ? C'était 32 milliards, un truc comme ça ? LinkedIn, c'était beaucoup moins. Non, c'était 26, je crois. 26 milliards. Ouais. Je crois que c'est 26. 26 milliards sur la 70 Skype, milliards. c'était 8, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Enfin bon, il y en a eu d'autres, hein, on ne va pas tous les citer. Mais là, donc 70 milliards dans le monde du jeu vidéo. C'est intéressant. Ça prouve en tout cas que Microsoft y croit énormément. Bien sûr. Que voilà, la Xbox, c'est un gros morceau. Et puis, on commençait à s'inquiéter un peu pour Sony. Sony qui a répondu à Microsoft. Réponse petit joueur. Ouais, petit joueur. Bon, 70 milliards, ils ont mis 3 milliards et demi. Bon, c'est pas tout à fait, on joue pas exactement dans la même cour, mais c'est vrai qu'on attendait. Cela dit, c'est pas le même dimensionnement. Non, bien sûr. Entre Sony et Microsoft, mine de rien. Microsoft, c'est juste la deuxième ou troisième plus grosse entreprise du monde. C'est donc, clair. Par contre, en matière de jeux vidéo, Sony est toujours plus gros que Microsoft. Bien sûr. Mine de rien. Bien donc, c'est quand même un gros combat de titans, même si au global, Microsoft est bien sûr beaucoup plus gros à cause de ses autres activités. Et rappelons que si Sony aujourd'hui existe encore, je pense que c'est grâce à Sony Computer Entertainment. C'est une machine à cash. Voilà, oui, il y a 2 machines à cash aujourd'hui. Il y a le film, tout ce qui est les studios Sony, avec toujours cette crainte d'avoir des bids, parce que c'est vrai que parfois on investit dans des films qui ne marchent pas, mais PlayStation, c'est vraiment la vache à lait de Sony. Bien sûr. Et là, on voit bien, d'ailleurs que ce soit pour les films ou le jeu vidéo, là c'est la bataille des contenus qui est en train de se jouer. Ils fabriquent les consoles évidemment, il y a les PlayStation, les Xbox du côté de Microsoft. Là, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer les meilleurs contenus, et c'est pour ça qu'ils ont acheté donc Bungie 3 milliards et demi de dollars. Donc Bungie, c'est Halo, c'est Destiny, donc c'est des grosses franchises. C'est à peu près tout par contre. C'est-à-dire qu'en termes de gros, non mais c'est un peu, j'allais dire, le problème, et c'est aussi pour ça que c'est entre guillemets que 3 milliards et demi, et que même 3 milliards et demi estiment beaucoup d'experts, c'est assez cher payé, parce que autant le deal Microsoft Activision, ça leur garantit un catalogue, mais alors
pléthorique. C'est monstrueux. Il faut rappeler, Activision Blizzard, c'est absolument massif. Ça va de Call of Duty à World of Warcraft, à Hearthstone. C'est pour ça que j'ai sorti le petit t-shirt Hearthstone aujourd'hui, pour être dans la thématique. À King pour Candy Crush, les jeux casual sur smartphone. Donc c'est absolument pléthorique. C'est vrai que Bungie, de l'autre côté, c'est 2 franchises, sachant que l'un des enjeux quand même derrière ces acquisitions, c'était le cas pour Microsoft, ça va sûrement être le cas aussi pour Sony, c'est d'alimenter leur plateforme de jeux, leur Netflix du jeu vidéo, pour le dire simplement, même si c'est pas exactement ça, donc le Game Pass chez Microsoft, et Sony a aussi un projet dans ce domaine-là également. Donc on voit bien ce qu'est en train de faire Microsoft, très clairement, qui avait racheté Bethesda aussi, 8 milliards de dollars quelques mois auparavant. Sony, quand même, là, prend un petit peu de retard dans cette bataille-là, même si tu as raison de le souligner, Eric, ça reste le géant. En termes de vente de consoles, il n'y a pas photo, la bataille, elle est gagnée par la PlayStation en termes d'unités vendues. Là, sur la bataille des contenus, Microsoft marque un point. Oui, c'est certain. Après, effectivement, Bungie, alors tu disais, il y a Halo. En fait, Halo n'est même plus. Oui, c'est vrai. Halo, en fait, qui est fait. En fait, Bungie, c'était Halo. Et en fait, Bungie et Halo, Bungie, c'était d'abord l'entreprise qui a permis à Microsoft d'exister. Tout à fait. C'était l'une des premières franchises fortes. C'était la grosse franchise de la première Xbox en début des années 2000. Voilà, on le voit, on voit à l'écran. Voilà, exactement. Et c'est Bungie qui a conçu ce jeu. Sauf que Bungie et Microsoft ont splitté à une époque. Microsoft a récupéré cette licence Halo qui est toujours une des licences fortes de Microsoft aujourd'hui, puisqu'ils viennent qui n'est plus faite par Bungie. Qui n'est plus faite par Bungie, c'est un autre studio qui s'en occupe. Et donc Bungie a repris un petit peu les bonnes recettes de Halo pour créer Destiny. Et aujourd'hui, Destiny revient finalement à Sony. C'est assez marrant de voir que l'entreprise qui a permis de lancer la Xbox aujourd'hui va devenir propriétaire. Donc il n'y aura pas Halo sur Sony. Ah non, du coup, en tout cas, ça appartient pas, ça fait pas partie du package. Et puis Halo, de toute façon, est une exclusivité Xbox. Oui, voilà, ça restera sur Xbox. Depuis très longtemps, c'est le jeu de la Xbox presque. Halo. Donc évidemment, ça ne sera pas sur PlayStation. En revanche, reste à savoir maintenant, Destiny, c'est un jeu très populaire. Destiny 2, c'est un jeu très populaire, un jeu qui se joue sur le long terme. C'est un FPS. Super jeu aussi. C'est un très bon jeu, avec un univers immense. Donc c'est un jeu qu'on appelle un jeu comme un service. Donc c'est un jeu qui se joue sur le long terme avec qui finit jamais en fait. Qui évolue tout le temps, des nouvelles armes, du nouveau loot en permanence et compagnie. Donc ce jeu-là, effectivement, on reste à savoir s'il va demeurer sur les autres plateformes. C'est toujours le même problème. Ou si Sony va un jour le laisser aux joueurs PlayStation. A priori, ils ont dit qu'ils le conserveraient. Parce que c'est ce qu'a dit Microsoft aussi d'ailleurs de leur côté. C'est-à-dire le côté, on va créer des silos avec des exclusivités, c'est ce qui fait quand même de manière assez légitime peur aux joueurs. Et ils ont essayé de se montrer rassurants de ce point de vue-là. Alors après, est-ce qu'il n'y aura pas quand même, certains contenus exclusifs pour certains jeux qui sont réservés c'est certain. À Microsoft d'un côté, à Sony de l'autre. Voilà. On va se retrouver dans le schéma aujourd'hui des plateformes de SVOD. Disney+, bien voilà, on lève tous les Marvel de chez Netflix, tous les contenus, en fait, on se rend compte que voilà, chaque plateforme garde ses exclusivités pour apporter un maximum d'abonnés. Et je pense que même si Microsoft, effectivement, tu l'as dit, et Sony l'a dit, non, on restera toujours ouvert à toutes les plateformes, au bout d'un moment, il y aura forcément... Il faut quand même se tirer une balle dans le pied, parce que si tu fais Call of Duty et tu dis, maintenant c'est que Xbox, et il n'y a plus du tout le public Sony, en gros, on enlève toutes les ventes de la PlayStation, c'est mais n'oublie pas qu'aussi le modèle est en train de changer, on va aller vers des modèles par abonnement. Ça, c'est vrai. Et Microsoft est en train d'appuyer là-dessus à fond, beaucoup moins Sony d'ailleurs, parce que Sony a toujours été très réticent sur ce modèle du Netflix du jeu vidéo. Au mois de décembre, Spartacus. Mais bon, ils ont du retard. On ne sait pas trop ce qu'il va avoir. Ils ont déjà un truc qui s'appelle PlayStation Now, mais qui est beaucoup moins intéressant que Microsoft. Mais ils ont du retard, et Microsoft, de toute façon, a toutes les briques technologiques pour ça. Ils ont Azure derrière. Ils ont le cloud gaming qui marche très très bien aujourd'hui et qui permet de jouer sur à peu près n'importe quel device. Et ça, c'est quand même, d'un point de vue techno, aussi un gros avantage qu'a Microsoft. Et puis, n'oubliez pas, Microsoft est complètement décomplexé avec ça. C'est-à-dire que pour eux, ils disent, aujourd'hui, vous allez payer quoi, 10-15$, vous allez avoir les AAA. Les jeux qui sortent dans le commerce seront disponibles dans cet abonnement. Sony, voilà, c'est pas sûr, on sait pas trop. Et parce que c'est pas la même culture. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes marges de manœuvre non plus, parce que effectivement, Microsoft, on le disait tout à l'heure, mais c'est l'un des plus gros groupes du monde. Ils ont le droit
à l'échec. C'est même s'ils font ce pari-là, et puis à un moment ils se disent bon bah on va perdre des milliards. C'est pas grave. C'est pas très grave. Quoi. On se rattrapera avec Office. Quand on vaut 2000 milliards de dollars, exactement, c'est ça. Sony, c'est un grand groupe électronique évidemment, oui, mais enfin, qui est plus fragilisé. C'est quand même un poil plus fragile. Donc évidemment, il y a moins de marge de manœuvre que chez Microsoft. Moi, c'était la première question. Excuse-moi, Eric, vas-y, je t'en prie. Non, mais après, juste, il y a un truc aussi, c'est chez Sony, c'est qu'ils ont des jeux first party, des jeux exclusifs qui sont vraiment des jeux événements. C'est-à-dire quand il y a un Uncharted qui sort, quand il y a un God of War qui sort, c'est des jeux que les gens sont prêts à payer 60 € ou 70 €, même parce que ça a augmenté récemment, voire 80 €. Donc ce sont des jeux vraiment événements. Et Sony a depuis longtemps cette politique de studio, d'exclusivité, etc. Et ils font des jeux qui sont vraiment exceptionnels, on va dire. Et c'est comme ça aussi qu'ils conservent. Donc en fait, mettre sur un Game Pass un simili Game Pass comme Microsoft, est-ce que ça le fera pour Sony? Je ne suis pas sûr. Donc il va falloir vraiment qu'ils réfléchissent à comment ils positionnent cette offre-là. Ça va être compliqué pour eux, je pense, d'avoir la même stratégie que Microsoft, qui est arrivé en tant qu'outsider en fait, en disant nous c'est un all-in, on met tout ce qu'on a et on va essayer comme ça de ramener des joueurs vers notre plateforme. Sony n'est pas du tout dans la même position puisque c'est la plateforme de jeux sur console dominante. Ils doivent continuer quand même à avoir ces jeux, on va dire, qui font l'événement, comme peuvent l'être Horizon, le nouveau Horizon qui va sortir bientôt. Et c'est même des jeux qui font vendre la console, carrément. Exactement, c'est des systèmes sellers. Mais après, c'est une question de modèle économique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des millions d'abonnés qui donnent 15 $ par mois et que tu nourris de nouveautés, etc. C'est le modèle Netflix, quoi. C'est le modèle Netflix. Ou est-ce que tu préfères avoir quelques bons jeux que tu gardes, on va dire, hors de ces abonnements et faire payer les consommateurs 70 ou 80 €. Après, c'est un modèle économique. Clairement, on va plus. Je pense qu'on va vers l'abonnement. Mais oui, on va de plus en plus. C'est même générationnel. Mais je pense que même c'est plus rentable pour les boîtes. Ma génération, c'était tu collectionnes la boîte, tu as la boîte. C'est même tu avais un sentiment, une collectionnite, on va dire, par rapport au jeu. Après, tu as eu le jeu en dématérialisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, même le jeu en dématérialisé, moi, je suis trop vieux. Même ça me gêne. Tu vois, je veux avoir la boîte. Je veux la boîte. Alors moi, c'est bizarre, j'ai complètement switché, je m'en fous complètement de la boîte. Tu vois, moi, je sais pas, je suis resté un petit peu à cette époque-là. Et clairement, oui, la génération biberonnée à Netflix et à Spotify, elle n'a rien à faire de la valeur de possession. Ce qui l'intéresse, c'est la valeur d'usage. Et donc, le système par abonnement, c'est clairement ça qui va. Je pense que si Sony se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que je vende 10 millions de jeux à 70 balles ? Ou est-ce que je me retrouve avec 50 millions d'abonnés à 15 balles par mois ? Après, c'est une équation. C'est un modèle économique. C'est un modèle économique. Mais après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, évidemment, très fait, mais le problème que peut avoir ce modèle économique de l'abonnement, c'est peut-être une baisse de la qualité globale des jeux, parce que c'est aussi, quand on a besoin de remplir, comme le fait aujourd'hui des gens comme Netflix, un catalogue toujours, et on l'a vu, d'ailleurs, les gens sont de moins en moins fidèles face aux services de streaming, qu'on a besoin de remplir un catalogue, on a peut-être parfois tenté de sortir des jeux peut-être un peu plus rapidement parce qu'il faut y aller, il faut que ce catalogue évolue si on veut garder nos abonnés. C'est vrai Donc, il faut faire attention aussi à ce que la qualité des jeux globalement ne baisse pas parce que ce serait un peu problématique. Tu as tout à fait raison. Est-ce que la qualité des contenus ne baisse pas avec ce modèle économique par abonnement qui met pas tout le monde sur le même piédestal, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors pour l'instant, on le voit pas sur le Game Pass, c'est vraiment une offre. J'ai l'impression de faire leur pub, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment une offre qui est aujourd'hui excellente. La qualité. On a pour ton argent. Voilà, c'est vraiment une offre de qualité avec à la fois de l'indé, à la fois du AAA. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est plutôt une offre de qualité. Mais est-ce que sur le long terme, ça va pas on va garder cette qualité-là de baisse globale de la qualité des jeux vidéo, je ne sais pas. Et est-ce qu'on va garder le même prix aussi ? Parce que c'est souvent ça aussi, ces systèmes qui sont basés sur le service et l'abonnement, c'est qu'au début, tout est beau et c'est pas très cher. Exactement. Et puis, ce qu'on voit avec Netflix, c'est 1 € de plus, 2 € de plus, 3 € de plus. Et voilà. Et je vois mal, en vrai, après le rachat d'Activision Blizzard, comment Microsoft ne pourrait pas augmenter. Il faut bien qu'ils amortissent leurs 70 milliards. Voilà, à mon avis, ça va monter un petit peu quand même dans les années qui viennent. Mais ils
sortiront grâce au métaverse, parce que évidemment ils ont sorti, bah oui, c'est toujours le mot-clé, de toute façon, il faut forcément qu'il y ait métaverse dans l'annonce, et donc ils ont annoncé aussi que le rachat, le méga deal, c'était aussi pour construire les briques du futur métaverse. Alors, je sais pas quelle forme. À mon avis, c'est le diacre qui a dit, vous pouvez pas rajouter. Qui en a parlé, je dis, mais c'est quoi le rapport? Alors oui, on peut estimer que le monde du nouveau Halo est un métaverse, peut-être. World of Warcraft. Oui, à World of Warcraft. Mais Destiny, le monde de Destiny. Qui remonte à 2003, 2004, World of Warcraft, ça commence à être vieux. Métavers. Oui, j'ai mal compris pourquoi il parlait de métavers. Il fallait appuyer sur le bouton, il fallait que ce soit présent. Il n'y avait pas NFT, mais il y a métaverse. Faites-moi un paragraphe métaverse, s'il vous plaît, dans le communiqué de presse. C'est ça. Voilà. On pourrait faire le bingo tech, tu sais, avec intelligence artificielle, NFT, métaverse, blockchain. Voilà, on est bon. Totale. On est bon, c'est parfait. On va clore ce sujet, mais c'est intéressant parce que évidemment, on sait qu'il y a plein de choses qui se trament. Moi, je me pose la question, bien des autres développeurs, les Ubisoft, toutes ces boîtes-là, est-ce qu'elles se retrouvent pas un petit peu fragilisées, mine de rien? Est-ce qu'elles vont, est-ce que finalement Ubisoft ne devient pas une proie? Bah si, une proie, c'est ce que j'allais dire. C'est pas fragilisé, c'est qu'elles sont des cibles de rachat potentiels. Moi, je t'avoue que quand parce que tout le monde attendait la riposte de Sony à Microsoft, je me disais l'annonce, potentiellement, ça pourrait être Sony qui rachète Ubisoft. Et ça aurait eu plus de sens et ça aurait plus de gueule que Bungie en réalité. Parce que, mine de rien, le catalogue d'Ubisoft est quand même assez croustillant. Il est super costaud et c'est beaucoup moins cher qu'Activision Blizzard. Ça aurait pu... mais c'est pas dit d'ailleurs qu'il n'y ait pas de discussion, clairement. Mais bien sûr. Moi, je parie que d'ici, en 2022, Ubisoft va se faire croquer par... C'est possible. Après, il y a peut-être aussi un moment les autorités de la concurrence un peu partout dans le monde qui vont regarder, parce que si tu regardent déjà d'ailleurs le deal Activision Blizzard Microsoft. C'est pas fait encore, tu crois? Non, c'est pas fait. Ils savent qu'ils vont clairement avoir quelques petites frictions. C'est pour ça qu'ils ont dû être rassurants, je pense, sur le côté exclusivité et tout ça, parce que c'est aussi les trucs que regarde l'autorité de la concurrence. C'est derrière, après, qu'est-ce que ça va donner pour le consommateur final. Quand tu vois que Netflix s'achète Shonda Rhimes, qui est une productrice bankable, qui a fait Grey's Anatomy, etc., personne ne se pose la question, voilà. Tu as de l'argent, tu donnes des milliards, tu t'achètes un producteur, tu t'achètes du contenu, toute sa créativité, etc. Et, oui, c'est vrai. Mais Netflix, alors je sais pas si les marchés sont comparables. C'est partout pareil. Regardez Disney. Ils ont leur contenu, ils se le gardent pour eux et personne ne leur dit quoi que ce soit. Mais il y a plus de concurrence entre les plateformes de streaming, les plateformes de contenu que les éditeurs, pour le jeu vidéo, t'as les fabricants de consoles, t'as Xbox, t'as Microsoft, t'as Sony, t'as Nintendo, mais c'est pas exactement le même modèle. Sur les plateformes de streaming, t'as un peu le choix, tu vois, t'as Netflix, t'as Hulu, Amazon, toutes les plateformes françaises, Disney+, etc. Bon, je pense qu'effectivement la question se pose un petit peu différemment peut-être sur le jeu vidéo. En tout cas, juste pour revenir sur Ubisoft, il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que Ubisoft propose ses jeux sur le Game Pass aujourd'hui de Microsoft. Donc il y a un deal entre Ubisoft et Microsoft sur le Game Pass, comme il y a un deal avec Electronic Arts et Microsoft sur le Game Pass. Donc en fait, il y a aussi une troisième voie pour ces services-là, c'est de s'associer avec des éditeurs tiers pour garder leur indépendance. Pour quelques euros en plus, proposer tous ces jeux-là. Alors pas forcément les derniers qui sont sortis, mais en l'occurrence pour Ubisoft, il y a un jeu très récent qui est sorti sur le Game Pass, mais ça peut être une troisième voie aussi pour des éditeurs tels que Ubisoft ou EA. Est-ce que tout cela aussi fragilise Nintendo, à votre avis? Je sais, moi j'ai l'impression que en fait, autant tu vois, il y a quelques années, c'est pareil, ça remonte peut-être à quand j'étais gamin et tout ça, mais t'avais vraiment les trois gros acteurs. Alors, il y a un moment, c'était Sega Nintendo. Après, tu as eu Nintendo versus Sony versus Microsoft, etc. Maintenant, j'ai l'impression que Nintendo, ils font un peu leur sillon de leur côté. Et t'as Sony et Microsoft qui sont sur les machines dopées aux stéroïdes, les monstres de puissance, etc. Et Nintendo qui joue sa partition de son côté, de manière hyper talentueuse d'ailleurs, avec la Switch évidemment qui a un carton incroyable, on va peut-être avoir l'occasion de le dire, il y a eu des chiffres là publiés par Nintendo qui sont assez dingues, avec leurs franchises exclusives, qui vont pas chercher forcément des monstres de puissance, mais par contre t'as des jeux avec un gameplay qui est incroyable, des Zelda, des Pokémon, des Mario, etc. Et les gens sont prêts à payer pour ça, de manière un petit peu différente. Donc je suis pas certain que ça les fragilise particulièrement. En fait, je suis pas sûr que le même public et qu'ils soient. Ils ont créé une bulle en fait, une bulle qui est
Ils sont effectivement un petit peu dans un autre monde, même si c'est un vendeur de consoles qui fait des jeux aussi exclusifs. Ils sont dans un autre monde mais ils l'ont toujours été finalement. Ils sont toujours faut dire, quand ils ont sorti la Wii en 2006, on était tous en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc avec le motion controller et puis une proposition dans le jeu vidéo qui était complètement différente de ce qu'il y avait à l'époque. Donc ça fait déjà quelques temps qu'ils sont dans leur propre monde, et puis ça marche puisque la Switch est un carton. Nintendo se porte très très bien, et puis ils arrivent, même quand il y a des années pas super intéressantes du point de vue des jeux comme l'année dernière, à écouler des Switch par millions. Donc et c'est une console qui commence à vieillir pour autant, mais qui a été là on la voit, qui a été remise un petit peu au bout du jour avec le modèle OLED, avec un écran plus grand, mais qui reste une plateforme technique complètement dépassée, et ça continue à fonctionner sans ils n'ont pas non plus par exemple d'offres de jeux à la demande, si ce n'est un catalogue de vieux jeux, pardon. NES, Super NES et maintenant N64 accessible pour quelques euros par an. Donc ils sont pas du tout dans la même logique. Et le redesign de la console, en plus, il n'était pas extraordinaire. Enfin, la Switch OLED, c'est pas non plus. Un écran plus grand, c'est un écran plus grand et un peu mieux. Mais effectivement, comme tu disais, les chiffres de vente, là, ils sont en fait sur le point. La Switch est sur le point de devenir la console de salon la plus vendue de l'histoire en France. C'est incroyable. Ils vont dépasser la Wii. Donc la Wii, évidemment, qui a œuvré pour la démocratisation du jeu vidéo. Ils ont cramé, alors Xbox bien sûr. En termes de console de salon, il n'y a aucune PlayStation qui s'est vendue. Alors c'est vrai que la Switch, elle joue un peu sur les deux tableaux, parce qu'elle est à la fois portable, à la fois console de salon. Donc c'est vrai que si tu prends purement les consoles portables, la DS est encore devant. Mais quand même, c'est assez significatif. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à 7 millions d'unités. En gros, il y a un Français sur 10 aujourd'hui qui a une Switch. Bon, après, il y a des foyers qui ont 2 Switch, mais globalement, c'est pour avoir un ordre. Bah oui. Je connais sans doute des foyers qui en ont 3. Même 3 peut-être. Non, c'est possible. Je vais pas citer des noms pour. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, il y en a beaucoup en France, et c'est aussi c'est la force de Nintendo. Ça a été de la Switch, d'avoir une console qui est à la fois, moi je vais te dire, ça a été un de mes plantages. On en fait souvent en journaliste tech, souvent tu as des paris, tu dis ça va marcher, ça va marcher. Moi j'y croyais pas à la Switch. Si je me remets vraiment en arrière, je me souviens, j'avais fait des papiers en disant je suis pas sûr. Ils sortaient de la Wii U qui était vraiment peut-être leur plus gros échec, un de leurs plus gros échecs en tout cas. Ils étaient très concurrencés, ils n'avaient pas du tout fait leur incursion sur smartphone et sur tablette, et c'était le moment du boom des jeux sur mobile, et ils sortaient une console qui était à moitié une tablette mais pas complètement une tablette et tout. Je comprenais pas trop le truc, je me disais mais c'est quoi ce truc, ils vont se faire bouffer par d'un côté par les consoles, de l'autre côté par les jeux sur smartphone. En fait pas du tout, ils ont fait un truc hyper malin, et avec le recul je m'en mords les doigts, je bats ma coule. Je me suis planté, c'est un énorme succès et la console est formidable. Tu te fouettes avec la Wii. Je me fouette avec avec la Switch, pardon. Avec la Switch, avec les Joy-Con. Ça fait très mal. Ça fait mal au bout d'un moment, c'est clair. Voilà, pour le jeu vidéo, on a pris notre temps, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire, et c'est intéressant de voir que les forces en présence sont en train de changer. On évoquait le métaverse, je pense qu'il faut quand même aussi en parler, avec Carrefour. Carrefour, donc, les hypermarchés, etc., qui investissent dans le métaverse. Poussez votre caddie virtuel maintenant avec votre masque VR. Caddie virtuel. Quelle angoisse. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est pas c'est vraiment. Mais là, on est vraiment dans le marketing pur. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment le bingo de la tech. Tu vois, maintenant, il faut avoir la petite case NFT, la petite case métaverse. Donc là, ils cochent les cases effectivement. Donc ils ont annoncé, pour donner l'actu quand même. Donc ils ont annoncé qu'ils avaient acheté une parcelle de 36 hectares dans The Sandbox, donc The Sandbox qui est un univers virtuel, une sorte de métaverse. Il y a The Sandbox, il y a Decentraland, il y a quelques-uns qui font parler d'eux en ce moment. Ils ont dépensé pour ça 300 000 euros, 120 Ethereum, ce qui correspond à peu près à 300 000 euros. Ils sont passés par The Coin. C'est pas eux directement qui l'ont fait, ils sont passés par un prestataire pour faire ça. La question étant, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et ça, on n'en sait rien. Et alors, je cite la directrice de l'innovation de Carrefour qui était citée dans une interview. Notre stratégie est d'être au cœur des tendances émergentes pour les comprendre et ne pas avoir à y réagir plus tard. Ici, nous allons voir concrètement ce qu'il se passe dans le métavers avant d'être aux avant-postes. Donc, en gros, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont y faire. Donc, on est vraiment dans le marketing pur. Il y a cette notion chez les investisseurs en crypto et en NFT. Ça revient souvent. On appelle ça le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc, le fait d'avoir peur de passer
passer à côté de la grande tendance de fond. Quitte à ce qu'on perde de l'argent dans un truc qui est complètement bidon, mais il faut y être pour voir ce qui se passe. C'est exactement ça. Et là, on a l'impression qu'ils sont vraiment là-dedans. Donc, ils ont acheté un truc. Ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont en faire. Tu disais, on va pousser son caddie virtuel. Je crois que c'est même pas ça pour l'instant, quoi. Moi, à la limite, ce serait intéressant s'il avait dit, ouais, on va créer un carrefour virtuel avec des allées de supermarché. On pourra se balader, choisir ses produits, on sera livré à la maison. Pourquoi dans l'absolu, c'est pas con. Hein. Non, mais je dis pas que c'est con. Je dis pas que c'est con. Se dire faire tes courses dans un hypermarché virtuel, c'est pas plus débile qu'autre chose. Alors je sais pas. Tu crois je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Faire les courses déjà. Non, si j'aime bien faire les courses. J'aime bien faire les courses. Mais justement, en fait, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a pas mal buzzé il y a quelques jours sur Internet où on voyait. Alors c'était pas pour le coup un truc de Walmart, c'était une agence de com qui avait bossé pour Walmart et qui montrait un éventuel magasin Walmart en 3D, donc dans ce qui pourrait être un metaverse, mais c'est une certaine idée de l'enfer. Je veux dire de se retrouver dans un magasin virtuel en 3D où on se balade avec un caddie, où on prend des produits. Alors en plus, il y a de la latence, c'est moche. Enfin, pour mettre ça dans un caddie, alors qu'en fait, on a trouvé un truc qui s'appelle le web, qui est vachement pratique, hein, parce que là, il suffit de cliquer, clac, 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 j'appuie sur, j'ai fait mes courses. Ouais, mais tu sais quoi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que je trouve que le fait d'être avoir une vision 3D d'un magasin, c'est pas la même chose que quand tu vas faire tes courses sur un site web. Ouais, mais un site web, tu perds du temps. Franchement, non, mais je suis d'accord avec Eric. Tu perds du temps. Attends, c'est vraiment tu rematérialises une expérience qu'on t'avait simplifiée, tu recomplexifies un autre qu'on t'avait rendu simple. Non, mais c'est une ergonomie différente. Ah oui, c'est une ergonomie différente. C'est une ergonomie pire. C'est ça. Je suis pas persuadé, les amis. Je sais pas, mais moi je pense qu'il y a je pense qu'il se trame un truc de magasins virtuels. Si un jour tout ça décolle, hein, bien évidemment, si on arrive à avoir des masques de réalité virtuelle plus légers, plus faciles à porter, moins chers, etc., je pense qu'il y a cette notion de faire ses courses en gardant ce qu'on a toujours connu, se déambuler dans des allées, déambuler dans des centres commerciaux. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Alors, moi, je pense vraiment. Là où je suis à moitié d'accord avec toi. Je pense que sur certains types de produits, ça a du sens. Par exemple, dans le domaine du prêt-à-porter, c'est vrai que de pouvoir, par exemple, avoir tes chaussures, tu les vois en 3D, tu peux tourner autour, les faire tourner dans tous les sens, les essayer virtuellement. Pourquoi pas ? Là, l'expérience, si elle est bien faite, je me dis que ça peut avoir du sens. Aller acheter tes pâtes chez Carrefour, franchement, pour moi, tu n'as pas besoin de te balader virtuellement dans les rayons avec ton caddie virtuel. Je trouve que c'est plus simple de le faire par 3 clics sur ton smartphone. Alors moi, j'y crois pas du tout. Alors en plus, acheter tes pâtes, donc faites en virtuel, mais tes pâtes, il va bien falloir qu'à un moment, ils arrivent. Donc en fait, la différence avec... Oui, parce que les pâtes seront jamais virtuelles. Voilà, les pâtes en NFT, c'est moins nourrissant tout de suite. C'est moins nourrissant. Donc en fait, finalement, tu grossis pas en même temps. Tu manges de l'air. On irait se balader dans un magasin virtuel pour acheter donc des choses virtuelles qui viendraient plus tard physiquement. Enfin, non, c'est pas possible. Non, mais moi je vois plutôt ça comme une ergonomie différente. Hein. Vraiment par rapport à ce que tu expliquais, le fait que tu achètes aujourd'hui sur Internet et sur un site Carrefour.fr où tu remplis ton panier. C'est vraiment une autre ergonomie. Il faudrait que ce soit super bien fait, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'attends. Peut-être qu'il y aura une killer app effectivement et qu'on sera tous bluffés. Et voilà. Mais en tout cas, tel que la vidéo que tu décrivais, effectivement, ça donne pas envie. C'était pas terrible. Ouais. Non, c'était pas terrible. Mais en plus, j'ai envie de dire. Alors, vous allez me dire, oui, c'était une autre époque, c'était pas les mêmes technologies. Tout cela a déjà existé. Quand il y a eu le deuxième monde, quand il y a eu toutes les technos, même la Fnac à l'époque avait fait en fin des années 90, début des années 2000, son magasin en 3D parce que c'était cool, c'était tendance avec les technologies de l'époque, qui étaient françaises d'ailleurs. Il y avait Nouveau Monde, hein, on en parlait. Oui, voilà, le Canal, le deuxième monde, il y a eu tout ça. Et ça fait, c'était un buzz à l'époque, ça s'est écroulé. Après, il y a eu Second Life. On s'est dit, il y a eu plein de gens qui ont créé leur boutique virtuelle dans Second Life, des Adidas. Il y avait plein de marques qui s'y intéressaient à l'époque. Et puis, 2 ans plus tard, on n'en a plus entendu parler. Alors là, c'est vrai que les acteurs, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par la question. Les technologies ont évolué. On a des systèmes de réalité virtuelle qui aujourd'hui sont plus convaincants. De là à dire qu'on va mettre un casque pour aller faire nos courses, moi, j'en suis pas tout à fait convaincu. Non,
Mais après Carrefour, quand même, à leur décharge, ils ont dit que pour l'instant, il n'était pas question de ça. Pour l'instant, là, c'est nous qui extrapolons un petit peu. Ils étaient plutôt sur l'idée de dire, ils observent. Peut-être que ça servira à faire de l'événementiel, à faire des lancements de produits, ce genre de choses. Ouais, exactement. Ils poussent à fond le live shopping avec Brut. Ils ont passé un accord avec Brut là-dessus. D'ailleurs, c'est plutôt malin. Donc, à voir. Non, mais ils ont raison d'explorer le potentiel. C'est toujours rigolo. Et puis 300 000 €, bon, pour Carrefour, d'accord. C'est de l'argent de Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Sandbox, en même temps, se gave, là, les prestataires, les conseillers, tout le monde, là, c'est un Eldorado en ce moment, clairement, ce truc-là. Peut-être à fond perdu, mais tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. D'ailleurs, c'est français, Sandbox. C'est quand même assez étonnant à essayer pour l'instant, Sandbox. Disons que oui, c'est vraiment du pay to play, en fait, presque. Il faut payer pour jouer, quasiment, pour que ce soit intéressant, il faut dépenser de l'argent. Et je ne suis pas sûr que ce soit, vraiment attirant, en tout cas, même si c'est très joli, pour les gens qui sont habitués à jouer à des jeux vidéo, comme moi, par exemple. C'est vrai que c'est pas, pour l'instant, en tout cas, quelque chose qui n'est pas formidablement intéressant. D'accord. C'est très compliqué d'y accéder. Et bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet en cause le modèle des NFT, etc. Il y a des trucs qui sont vraiment hyper intéressants. Mais on en parle d'ailleurs dans un instant. Oui, bien sûr. On fait un tout petit break, les amis. On va enchaîner avec notre deuxième partie de ce De quoi je me mail. Toujours pour revenir sur l'actualité, on va parler de NFT, on va parler de Bitcoin aussi, qui pourrait monter à des sommets. Enfin bref, polémique Spotify aussi ces derniers temps. On a encore plein de choses à se raconter. On poursuit ce De quoi je me mail dans un instant. Et puis si vous êtes avec nous sur YouTube, deuxième module, vous cliquez et ça part. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.